Vous voyez cette maison? Elle est jolie, n'est-ce pas? En plus, elle est dans un quartier tranquille, de l'une des villes paisibles de la région où elle se trouve. Alors, vous pensez bien que tout le monde ignore qu'il y a du sang partout sur les murs à l'intérieur, qu'il y a aussi 3 cadavres, encore chauds, et que cette maison est le point de départ d'une affaire criminelle qui a choqué toute la Californie. C'est une affaire qui est résolue, et en partie grâce à une balle de tennis. Vous allez comprendre, installez-vous, je vous raconte tout ça. Bonjour à tous, je suis le Cogiteur et je vais vous raconter une nouvelle affaire criminelle. Mais juste avant, aidez-moi à atteindre la barre des 300 000 abonnés. Pour ça c'est simple, il suffit de vous abonner si vous aimez mon contenu et je vous en remercie par avance. C'est parti pour l'histoire. En général, Pâques est un moment que l'on aime partager en famille, que l'on soit chrétien ou non d'ailleurs. C'est souvent un week-end prolongé et une bonne raison pour se réunir ensemble. Évidemment, aux États-Unis où le christianisme est très ancré, cette fête est particulièrement appréciée. Et la famille Ewell n'échappe pas à la règle. Ils ont la chance de posséder une maison de vacances au bord des magnifiques plages californiennes du côté de Monterey, qui se situe au sud de San Francisco. C'est une tradition de s'y rendre en famille. C'est ainsi que Dale et Glee, le père et la mère de Dana et Tiffany, emmènent tout ce beau monde pour passer la journée. En plus, en 1992, cette fête de Pâques est un peu spéciale, parce que c'est le moment qu'a choisi Dana pour présenter, pour la première fois, sa petite amie ainsi que ses parents à sa propre famille. Il y a donc du monde à la maison durant cette célébration. Il y en a un peu moins qui restent dormir, parce que les parents de Dana ainsi que sa sœur rentrent après le dîner dans leur maison familiale à Fresno. Dana, lui, reste sur place pour dormir avec sa petite amie et ses parents, qui sont ses invités le temps du week-end. Fresno est une ville d'environ 500 000 habitants qui a la réputation d'être très calme. La plupart des résidents de cette commune sont des Américains de la classe moyenne supérieure, donc relativement aisés. La famille Ewell habite dans le quartier de Sunnyside, un magnifique coin de la ville très résidentiel. Et les Ewell se fondent dans le décor. Pourtant, ils ne font pas du tout partie de la classe moyenne, eux. Au contraire, ils sont très riches. Alors ils ont décidé de vivre simplement, mais avec du confort. Ils restent terre à terre et très humbles. D'ailleurs, Glee, la maman, est très appréciée de tout le voisinage. Elle est souriante, elle aide quiconque a besoin d'un coup de main, et globalement, elle est très sociable. Dale, quant à lui, est également très respecté dans la communauté. Il est un homme d'affaires qui a su faire tourner son entreprise à plein régime. C'est un ambitieux. Il a vu une opportunité en or avec les avions. Aux États-Unis, les agriculteurs possèdent des étendues de champs très vastes, surtout dans le coin de Fresno qui est rural. Et répandre les pesticides, cela peut être fastidieux uniquement avec un tracteur. Alors certains utilisent des petits avions. Oui, les Américains bombardent leurs champs de pesticides. Et les bombardements, c'est un peu le sport national. Quoi qu'il en soit, Dale Ewell a senti le bon coup. Il s'est dit que les agriculteurs californiens auraient peut-être besoin d'avions. Alors il s'est mis à en vendre. Et devinez quoi? Cela a cartonné, lui rapportant quasiment 8 millions de dollars. Et voilà, la source de l'aisance financière de la famille Ewell. Si on récapitule, nous avons là une famille en or, qui a de l'argent et qui est adorée par tout le monde. On frôle la définition même du bonheur. Oui, mais. Parce qu'il y a un mais. Le bonheur est éphémère et tout commence ce lundi de Pâques 1992. Ce matin-là est un début de semaine comme un autre pour Juanita Avitia, la femme de ménage de la famille qui arrive habituellement à 9h. Ce jour-là, elle est à l'heure. Elle entre dans la maison des Ewell et se dirige vers la cuisine. Elle pousse la porte, mais étonnamment, elle est verrouillée. Ce qui n'a jamais été le cas depuis toutes ces années qu'elle travaille pour la famille. Et la raison pour laquelle ce battant est maintenu fermé, c'est parce que derrière celui-ci, il y a un cadavre. Juanita reconnaît immédiatement la fille du couple, Tiffany, qui est allongée par terre. Une auréole de sang entoure sa tête. Naturellement, cette vision horrifie Juanita, qui s'enfuit aussitôt de la maison. Quand elle sort, elle court directement vers l'un des voisins, qui est à l'extérieur. Du mieux qu'elle peut, elle explique la situation.
et ce dernier s'empresse d'appeler la police. Les inspecteurs de la brigade criminelle qui sont déployés sur les lieux sont surpris d'avoir à se présenter dans le quartier tranquille de Sunnyside. Ce n'est pas sur ce genre de terrain qu'ils travaillent habituellement. Il y a bien des crimes ponctuellement, mais ceux-ci ont plutôt lieu dans les champs alentours. Peu importe, aujourd'hui, ils doivent s'adapter. La gouvernante a indiqué être passée par la porte d'entrée principale. C'est donc par là que les enquêteurs vont entrer aussi, afin de ne pas contaminer le reste de la maison qui est désormais un lieu de crime, manifestement. À l'intérieur du logement, c'est le chaos le plus complet. Tout est en désordre. Mais rapidement, l'attention des policiers se concentre sur le premier cadavre, celui de Tiffany. Oui, le premier, parce qu'il y en a deux autres, ceux de Dale et Glee, le père et la mère de la famille Ewell. Ce lieu de crime est très compliqué à analyser pour les enquêteurs. Déjà parce que la maison est saccagée, et parce qu'il y a 3 corps. En général, plus il y a de cadavres, plus il faut être minutieux pour bien comprendre ce qu'il s'est déroulé. Pour autant, dans ce cas, les enquêteurs se forgent rapidement une première opinion, en se basant sur la position des corps et l'endroit des blessures. D'après eux, Glee et Tiffany venaient d'arriver à la maison, et elles sont entrées en premier dans le domicile. Le tueur était certainement déjà présent, et attendait l'arrivée des membres de la famille. Au moment où les deux femmes sont entrées, lui se tenait prêt, pas loin de la cuisine. Tiffany s'est arrêtée au niveau de l'îlot central de la cuisine, pour déposer quelque chose, tandis que sa mère a continué à avancer. C'est le moment choisi par le tueur pour se glisser derrière Tiffany et la battre en visant l'arrière de sa tête. La jeune femme n'a pas eu le temps de voir son assaillant. Elle est tuée sur le coup. Glee, quant à elle, a entendu le bruit dans son dos. Curieuse, et sûrement parce que Tiffany ne répondait plus à sa conversation, elle a fait demi-tour. Elle traverse donc le couloir qui lui permet de rejoindre la cuisine. Mais là, elle fait face à un inconnu armé. Elle repart en arrière en courant, toujours dans ce couloir. Son but est de se mettre à l'abri dans le bureau de son époux. Sauf que le tueur tire à plusieurs reprises et touche Glee 2 fois. La femme s'effondre. Cependant, elle est encore en vie. Pas pour longtemps. Le meurtrier est arrivé à sa hauteur. Il se tient debout au-dessus d'elle et lui tire une balle en plein visage. Glee est morte. Il ne reste donc plus que Dale. Mais le père n'est pas avec le reste de sa famille. Il est en vol dans un avion. Mais il revient 30 minutes plus tard. Dale, comme sa femme et sa fille, passe par le garage. Il entre dans la maison et emprunte le couloir où Glee a tenté de fuir. Les détectives supposent que le tueur s'est placé dans l'une des chambres en patientant le retour de Dale. Lorsque le père de famille est passé par ce couloir, le tueur est sorti de la chambre. Et de la même façon qu'il a abattu Tiffany, il a exécuté Dale de sang-froid d'une balle à l'arrière de la tête. La famille est massacrée. C'est un véritable carnage. Les coups de feu ont projeté du sang sur les murs. Les victimes baignent dans le rouge. Et le lieu du crime est une boucherie. Voici pour la théorie de la police. Évidemment, maintenant, il faut des preuves. La maison des Ewell est donc passée au crible. Les projections de sang sont analysées, les portes contrôlées pour déceler une éventuelle trace d'effraction, et bien sûr, tout le voisinage est interrogé. Il y a un point que les policiers remarquent en observant le désordre de la maison. Les portes des armoires et les tiroirs des commodes sont fermés. Alors, c'est sûrement un détail totalement anodin pour vous et moi, mais pour les enquêteurs, cela veut dire beaucoup. S'il s'agissait d'un crime commis par des voleurs, ces tiroirs ne devraient pas être fermés. Un voleur, quand il dévalise une maison, entre et tente de passer le moins de temps possible sur les lieux. Il ouvre donc les tiroirs, les placards et tous les endroits qu'il souhaite observer, mais surtout, il ne prend jamais le temps de tout refermer. Il ouvre et passe à autre chose. Ici, une bonne partie des meubles a été refermée. C'est le premier élément qui interpelle les policiers. Mais il y en a un second. Comme je l'ai dit, un cambrioleur essaie d'être le plus rapide possible. Alors, attendre près de 30 minutes le retour de Dale pour l'abattre, cela laisse songeur sur les réelles intentions du criminel. L'hypothèse du cambriolage qui a mal tourné bat de l'aile. Cela arrive que des gens meurent lors d'un vol, s'ils tombent sur des malfrats particulièrement violents, mais là, cela ne colle pas. C'est une mise en scène pour les policiers. Et quelqu'un est en train d'essayer d'envoyer les inspecteurs sur une fausse piste. En discutant avec Juanita, ils apprennent d'ailleurs que toute la famille Ewell n'a pas été massacrée. Le fils, Dana, qui se trouve à l'université Santa Clara, est toujours en vie. Il a dormi avec sa copine et les parents de celle-ci dans la maison de vacances des Ewell à Monterey. Voilà pourquoi il est un survivant. Autrement,
lui aussi aurait fini exécuté. Évidemment, les forces de l'ordre le contactent aussitôt pour l'informer de la terrible nouvelle. Sans surprise, c'est avec un choc immense que Dana apprend le décès de toute sa famille. Le garçon est de retour à Fresno dans les heures qui suivent pour comprendre ce qui a bien pu se passer. Mais surtout pour éclairer les détectives sur les motivations potentielles du meurtrier. C'est alors que cette enquête va prendre une tournure absolument inattendue et que des secrets bien enfouis vont soudainement réapparaître. En attendant de parler à Dana, le seul survivant du massacre de la famille Ewell, les policiers continuent d'inspecter le lieu du crime. En découvrant que le meurtrier a essayé de faire suivre une fausse piste à la police, les enquêteurs craignent que le crime n'ait été prémédité. Et si c'est le cas, cela veut dire qu'il y a une forte probabilité pour que tout soit planifié. Ce qui fait peur aux policiers parce qu'ils pensent que l'affaire ne sera jamais résolue si aucun suspect n'émerge prochainement. Il faut donc aller vite et déceler le moindre indice qui pourrait aider. C'est pour cette raison que la police scientifique emporte tout ce qu'elle trouve de suspect, y compris des morceaux de mur. Mais c'est chez un voisin qu'elle découvre le calibre de l'arme utilisée. C'est un 9 mm. En tirant sur Glee, le tueur a raté sa cible. L'une des balles a traversé un mur pour aller percuter un pot de fleurs en pierre d'un voisin. C'est un bon indice. Parce que, à l'intérieur de la maison, eh bien, il n'y a pas de douilles. Le tueur les a certainement ramassées. Et alors que la police scientifique était optimiste pour la découverte de potentielles traces ADN, elle fait chou blanc. Pas d'ADN, pas de cheveux, et pas même de fibres. Aucune empreinte de chaussure, ni d'empreinte digitale. Évidemment pas d'arme du crime. Rien. C'est le lieu de crime le plus propre auquel elle a eu affaire. En revanche, il y a une boîte de munitions de calibre 9 mm qui est retrouvée dans la chambre de Dale. Les inspecteurs apprennent qu'elle appartient à Dale et qu'il l'avait achetée quelques années auparavant. Ce qui les intrigue avec cette boîte, c'est qu'il manque certaines munitions. Après avoir interrogé les voisins, ils sont tous unanimes. Ils n'ont pas entendu de coups de feu être tirés depuis la maison des Ewell. Aucun cri non plus n'est venu briser la tranquillité du quartier. C'est à nouveau curieux, parce que la police sait que plusieurs coups de feu ont été tirés, et que Glee a tenté de fuir son agresseur, donc elle a forcément crié de peur. Ça sent l'impasse pour les forces de l'ordre. Mais il y a une personne qui pourrait peut-être aiguiller les détectives. Dana Ewell, le fils survivant de ce massacre. Son absence ce jour lui a sauvé la vie. Et d'ailleurs, personne ne le suspecte, parce qu'il pourrait tout à fait y avoir des soupçons à son égard. Sauf qu'il était à plus de 300 km de là quand le crime a eu lieu. Et parmi les personnes pouvant confirmer son alibi, il y a le père de sa petite amie, qui est agent du FBI. Alors bon, difficile de suspecter Dana. Par contre, il pourrait être d'une aide précieuse. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Quand il est demandé à Dana s'il sait qui pourrait être le responsable derrière ce carnage, ou même s'il connaît des gens hostiles à l'égard de sa famille, il répond que non. L'enquête se complique. Les pistes s'évaporent une à une. Pas d'indices, pas de témoignages et encore moins de suspects. Là, ça devient compliqué pour les autorités. Sauf que on ne tue pas une famille entière sans raison. Alors les enquêteurs se demandent si l'attaque n'était pas ciblée en réalité. Autrement dit, tout le monde a été exécuté pour ne pas laisser de témoins. Mais l'objectif n'était que l'un des membres de la famille. Tout de suite, les inspecteurs se penchent sur le cas du père, Dale. Il est à la tête d'une véritable fortune. Et bien que la famille Ewell soit très appréciée, l'argent peut créer de la jalousie. Comme Dale est un homme d'affaires, la police essaye de remonter chaque personne qui a fait sa connaissance par le biais de son entreprise. En très peu de temps, il y a un profil qui ressort et qui est particulièrement intéressant. Quand Dale a eu l'idée de vendre des avions aux agriculteurs, il a racheté une entreprise de vente d'avions. Mais le propriétaire de cette société a été arrêté, puis condamné pour avoir baigné dans le trafic de drogue. Alors immédiatement, cela met la puce aux oreilles des enquêteurs qui songent à une vengeance. Cet individu a été mêlé au crime organisé. Ne se serait-il pas vengé de Dale qui lui a repris son entreprise alors qu'il était au plus bas? Et pour une bouchée de pain. Seulement, le rachat de la société s'est fait il y a presque 10 ans. Est-ce que la rancœur de cet homme a été aussi profonde au point de préparer un meurtre aussi violent? C'est possible, parce que la vente d'avions, ce sont tout de suite des gros montants qui sont en jeu. Et quand les affaires marchent, les sommes peuvent être faramineuses. Le suspect est facilement retrouvé.
Il est questionné et les policiers n'y vont pas de main morte avec lui, parce qu'ils savent qu'il est habitué à ce genre d'interrogatoire. Cependant, l'ancien malfrat n'a pas besoin de forcer son talent pour être mis hors de cause. Il a un alibi en béton. Ah, ça c'est embêtant. Parce que du côté de Dale, il n'y a plus rien à creuser. Tiffany non plus n'a rien dans son passé qui pourrait pousser un meurtrier à l'abattre, elle, ainsi que sa famille. Il reste donc Glee. Et franchement, les détectives sont persuadés de ne rien trouver d'intéressant en fouillant sa vie personnelle. Surtout après les témoignages des voisins qui la décrivent comme une personne adorable. Mais les apparences sont parfois trompeuses. Les policiers découvrent ainsi que cette mère de famille simple et a priori sans problème travaille en réalité pour la CIA, l'agence de renseignement américaine. Alors, Glee n'est pas une super espionne. Elle n'empoisonne pas d'ennemis, elle ne joue pas un rôle auprès de Dale et ne cache pas d'armes à feu dans la maison. En fait, elle est traductrice. Eh oui, bafouer la vie privée de la planète entière, cela a un inconvénient. Il faut parler toutes les langues du monde. Mais bien qu'elle ne soit pas une agente de terrain, elle reste liée à des sujets sensibles. Et si elle avait traduit des documents un peu trop confidentiels au goût de certains? C'est intriguant, c'est sûr, mais la piste ne mène nulle part. Elle est simplement une employée de bureau, qui travaille pour l'agence depuis des années. Voilà tout. Ce n'est donc pas dans le passé de la famille qu'il y a l'élément crucial qui fera basculer l'enquête. Ce qui est quand même fou, lorsqu'on sait qu'il y a un narcotrafiquant et la CIA liés aux membres de cette famille. Mais bon, c'est l'impasse. Alors, les enquêteurs repartent de zéro. Quel bénéfice quelqu'un pourrait tirer de la mort de la famille Ewell? Manifestement, l'argent est un bon mobile. Et il est d'ailleurs récurrent dans les affaires de meurtre. D'accord. Maintenant, qui pourrait en tirer avantage? La question semble compliquée, mais pas tant que ça finalement. C'est Dana Ewell qui récupère la fortune familiale. Donc Dana Ewell devient le suspect de la police. D'autant plus que dans les affaires familiales, le ou les survivants deviennent automatiquement des personnes d'intérêt, pour ne pas dire des suspects. Alors, bien sûr, les enquêteurs savent qu'il a un excellent alibi, avec cette nuit qu'il a passée auprès de la famille de sa petite amie et elle-même. Mais ils veulent vérifier. Simplement, les policiers ne souhaitent pas uniquement se contenter d'une discussion. Ils n'ont pas envie de parler avec lui, à vrai dire. Ils veulent recueillir le témoignage d'autres personnes le connaissant. La police se rend donc à l'université qu'il fréquente. Ils en apprennent beaucoup sur sa personnalité, de la bouche des étudiants qu'il fréquente. D'après eux, c'est un bon gars. C'est sûr, il est un peu arrogant, frimeur et n'hésite pas à montrer qu'il a de l'argent, mais a priori, rien qui ne sorte de l'ordinaire. Ce qui est marrant, par contre, c'est que son meilleur ami est un surfeur fauché originaire de Los Angeles, Joel Radovsic. C'est drôle parce que Dana se balade la plupart du temps en costume Armani avec des montres hors de prix, tandis que Joel, c'est la simplicité à l'état pur. C'est une amitié qui attise la curiosité des enquêteurs. Ils essayent donc d'en apprendre davantage. Ils découvrent ainsi qu'ils se sont rencontrés à l'université. Cela a tout de suite accroché. Une alchimie incroyable entre deux personnes d'univers totalement opposés. Ce n'est pas grave en soi, mais c'est peu commun. Et quand c'est peu commun dans une affaire criminelle, alors cela intéresse les policiers. Et si le jeune surfeur avait eu l'envie de vivre dans le luxe à force de côtoyer son ami fortuné? Et si les deux avaient manigancé un plan pour partager la fortune de la famille Ewell? Il est donc temps de poser quelques questions à Joel Radovsic. Les enquêteurs obtiennent son numéro de téléphone et l'appellent. Joel décroche. Alors que l'inspecteur aborde le sujet du meurtre de la famille Ewell, la première réaction du jeune homme est « Qu'est-ce que vous allez faire? M'arrêter ?» Waouh! Ce comportement est un très mauvais signal qu'envoie le garçon. Le policier a à peine parlé de la famille Ewell qu'il pose une telle question. Surtout, la police n'a pas du tout évoqué que Joel était un suspect potentiel. Qui réagit comme ça? Personne qui n'a rien à se reprocher en tout cas. Par conséquent, les inspecteurs se disent qu'il est temps de le rencontrer en personne directement. Cependant, il n'est pas à Santa Clara. Il se trouve à Los Angeles, chez sa mère. C'est donc dans la Cité des Anges que la température va grimper pour Joel, qui s'apprête à vivre un enfer entre les murs d'un commissariat. Et la police ne va pas se casser la tête. Dana est aussi convoquée pour un interrogatoire au même moment dans une autre pièce du poste. La stratégie est simple. Déceler d'éventuelles incohérences pour mettre la pression sur l'un ou sur l'autre. En parlant avec Joel, celui-ci informe les enquêteurs qu'il connaît Dana de l'université. En revanche,
il affirme qu'ils ne sont pas réellement amis. Même son de cloche du côté de Dana, ce qui est étrange, parce que tous les étudiants interrogés sur le campus de la faculté indiquent le contraire, et il n'aurait aucune raison de mentir. Ensuite, il est demandé à Joel son emploi du temps le jour du meurtre de la famille Ewell. Il dit avoir travaillé pour le garage Hamrick durant ce fameux dimanche. L'information est facilement vérifiable, alors les inspecteurs contactent le garage, parlent au propriétaire pour savoir si le jeune homme était bien présent ce jour. Le propriétaire du garage est formel. Joel n'est pas venu travailler le dimanche. Il vient donc de mentir et d'augmenter les soupçons à son égard. Seulement, il n'y a aucune preuve directe. Alors les deux jeunes hommes sont relâchés. Ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont plus suspectés. Surtout avec l'attitude de Dana chez le notaire. Au moment de la lecture du testament, il lui est annoncé qu'il héritera de la fortune familiale, environ 8 millions de dollars. Bonne nouvelle pour Dana. En revanche, cette somme, il ne pourra la toucher qu'à l'âge de 30 ans passés. Et à l'heure actuelle, il en a 21. Mauvaise nouvelle pour Dana. En entendant cela, le jeune homme a vu rouge et s'est mis à crier dans le bureau du notaire en disant « Pourquoi mon père me fait ça ?» Alors, c'est un comportement étrange, il y a beaucoup d'argent en jeu, quelqu'un pourrait s'énerver, c'est entendable, même si c'est bizarre quand on vient de perdre sa famille. Sauf que c'est loin d'être le plus curieux. Cela fait à peu près 1 mois que le meurtre s'est passé. Pourtant, Dana est retournée s'installer dans la maison qui est aussi le lieu du crime, alors que l'équipe de nettoyage spécialisée n'a pas encore effectué le lavage de la maison. Autrement dit, Dana dort dans un logement où il y a encore le sang de ses parents partout sur les murs. Et vous pensez qu'il ne peut pas faire pire ? Eh ben si. Dana Ewell invite ses amis à visiter le lieu du crime en leur montrant toutes les projections de sang, comme si c'était une attraction. Bon, clairement, la police se dit que c'est lui. Mais faut-il encore en apporter la preuve ? C'est par pur hasard que les enquêteurs vont faire une nouvelle découverte surprenante. L'un des inspecteurs chargés de résoudre l'affaire est en train de conduire dans les rues de Fresno. C'est alors qu'il croise Joel Radovsic au volant de sa voiture. C'est un problème parce que le garçon n'est pas censé avoir de lien avec cette ville. D'après ses dires, il connaît à peine Dana. Alors que fait-il ici ? Les policiers comptent bien comprendre. Ils lui filent donc le train. Finalement, le véhicule du jeune homme s'arrête devant une maison, celle des Ewell. En approfondissant, les enquêteurs apprennent que Joel vit désormais dans la maison de Dana. Ça commence à faire beaucoup, mais grâce à cette découverte, les forces de l'ordre peuvent mettre en place une surveillance complète des 2 suspects. Et cela va tout changer. Dana Ewell et Joel Radovsic sont donc colocataires dans une maison encore tachée du sang de Dale, Glee et Tiffany Ewell. C'est donc le moment pour la police d'entamer une surveillance accrue de l'activité des 2 suspects. Attention, la police ne se contente pas d'avoir les 2 jeunes hommes en visuel. Ils épluchent également les mouvements bancaires des comptes de chacun. C'est comme ça que les forces de l'ordre remarquent que Joel et Dana utilisent beaucoup d'argent. Ils font notamment énormément de retraits en liquide. Joel prend même des leçons de pilotage d'hélicoptère. Comment un jeune surfeur étudiant fauché se paye du jour au lendemain. Des leçons de pilotage et en espèces avec des billets de 100 $. En réalité, l'argent vient de Dana. Les enquêteurs le savent parce qu'ils ont vu les 2 sortir ensemble d'une banque. C'est alors que Dana a donné une forte somme d'argent en liquide à son ami et colocataire. En décortiquant les comptes, les inspecteurs comprennent que les 2 suspects vivent comme des nababs et brûlent des milliers de dollars à longueur de journée. Mais pourquoi Dana paie-t-il tout ça à Joel ? Et surtout, d'où provient cet argent ? Cette dernière question est légitime, d'autant plus que l'héritier ne pourra le devenir que dans une dizaine d'années. La réponse est à peine surprenante. Après la mort de sa famille, Dana est devenue la personne en charge de sa grand-mère malade. C'est lui qui doit gérer le fonds spécial dédié aux soins de celle-ci. Et comme vous le savez peut-être, aux États-Unis, le coût des soins est faramineux. Alors il y a beaucoup d'argent sur ce compte. Et c'est cette source que Dana épuise avec Joel. Oui, Dana vole littéralement sa grand-mère. Après quelques mois, les forces de l'ordre sont toujours à court de preuves pour inculper le duo. Joel repart même du côté de Los Angeles, chez sa mère, ce qui complique un peu plus l'enquête. Il faut bien comprendre que depuis des mois, les 2 sont sous surveillance 24 heures sur 24. Cela coûte une fortune de faire une telle chose, surtout qu'aucune preuve n'est collectée contre eux. Sauf que les enquêteurs sont certains de tenir les meurtriers. Alors la surveillance, ils la continuent, à Fresno et à Los Angeles.
Il y a donc 7 ou 8 agents qui se relaient pour chaque suspect, afin qu'aucun des deux ne découvre qu'il soit suivi. Les enquêteurs remarquent qu'ils utilisent 2 moyens principaux de communication, des beepers et des cabines téléphoniques. Ils obtiennent une autorisation pour recevoir les messages envoyés par les beepers en temps réel. Ils peuvent donc les lire. Pour les cabines téléphoniques, c'est une autre paire de manches. Avec Joel, c'est assez simple. Les policiers comprennent rapidement qu'il a une petite routine. Il utilise tout le temps la même cabine, qui est en extérieur. Alors, à chaque fois qu'il s'y rend, ils envoient un agent en civil avec un micro dans un sac qui enregistre la conversation qu'il tient avec Dana. Ce dernier, par contre, est plus précautionneux et se rend dans des cabines différentes, et toutes fermées, empêchant les agents d'écouter. Lors d'une conversation espionnée du côté de Joel, celui-ci réclame de l'argent à Dana, en parlant de l'affaire des 3 chemises. Pour la police, cela veut dire qu'ils sont sur la bonne voie. Le terme « les 3 chemises », c'est un code pour parler du triple meurtre. C'est un soulagement, parce que cette enquête est déjà la plus coûteuse de l'histoire de la ville de Fresno. Alors imaginez s'ils s'étaient trompés. Oui, mais voilà, malgré ça, alors qu'ils savent que ces 2 suspects sont les tueurs, ils n'ont pas de preuves directes. Et cela fait déjà 1 an maintenant que dure ce petit manège. Comment faire ? D'autant plus que les médias vont mettre des bâtons dans les roues des policiers. Avec un article paru dans l'un des journaux de Los Angeles, il y est mentionné, noir sur blanc, que Dana et Joel sont les suspects de la police, ce qu'ils ignoraient jusque-là. Et eux, qui ne prenaient que des précautions très légères, font désormais profil bas. Comme ça sent à nouveau l'impasse, les inspecteurs décident de tenter le tout pour le tout en bluffant. Dana est retournée à l'université et réside dans sa chambre étudiante. Les enquêteurs se présentent chez lui, et le moins que l'on puisse dire est qu'il ne les accueille pas chaleureusement. Il leur dit « Que faites-vous là ? Si vous voulez me parler, contactez mon avocat d'abord. » Les policiers expliquent qu'ils comprennent, qu'ils voulaient simplement lui dire où en était l'enquête, mais qu'ils parleront à son avocat en premier. Au moment où Dana s'apprête à fermer la porte, l'un des inspecteurs glisse une dernière phrase. Au fait, nous pensons que Joel Radovčić a tué toute votre famille. Un blanc s'installe. Dana devient subitement complètement pâle, avec un regard perdu. Doucement, il répond « D'accord », puis referme finalement la porte. Là, les enquêteurs viennent de jeter un pavé dans la mare, et la réaction de leur suspect est exactement celle qu'ils attendaient. Ils n'ont plus qu'à s'installer tranquillement dans leur voiture pour observer le spectacle. Dana est tombée dans le panneau. Le voilà au volant de sa Mercedes roulant à une vitesse folle pour se rendre on ne sait où. Enfin, pas tout à fait. Les policiers découvrent en cours de route où est-ce qu'il se dirige, puisqu'il a utilisé son beeper pour prévenir Joel qu'il devait se parler au téléphone. Une poignée de minutes après avoir été berné, voilà le jeune homme pendu au téléphone avec son complice. Et tous les deux sont terrifiés d'être placés en état d'arrestation. C'est parfait, parce que la peur fait commettre des erreurs. Du côté de Los Angeles, Joel rentre d'abord chez lui après ce coup de téléphone, qui est un vrai coup de massue. Puis, plus rien durant plusieurs heures, jusqu'à la tombée de la nuit. C'est le moment que choisit le suspect pour sortir enfin de chez lui. Il est en voiture et la police lui file le train, évidemment. Il roule sans s'arrêter pendant des dizaines de kilomètres. Les enquêteurs ne comprennent pas bien ce qu'il est en train de faire. Après quasiment 1 heure de route, les voici à Ontario, à l'est de Los Angeles. Joel se gare, puis entre dans un TGI Fridays, un fast-food américain. Il n'a tout de même pas fait cette route pour s'enfiler des ailes de poulet. Pour s'en assurer, les policiers entrent dans le restaurant et s'assoient proche de Joel. C'est un peu ironique parce qu'ils servent du poulet ici. Mais bon. Bref, ils observent discrètement le jeune homme. Heureusement, il n'est pas venu pour manger, mais pour parler à un autre garçon qui se tient derrière le comptoir. Visiblement, les deux se connaissent. La façon dont ils ont d'interagir laisse penser qu'ils sont très proches. En plus, ils ont à peu près le même âge. Les détectives se renseignent sur ce 3e individu. Il s'appelle Jake Ponce. Et les policiers ignorent totalement qui il est. Et pourquoi Joel est venu le voir de façon si urgente. Il y a un lien entre les deux. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants. Ils sont allés dans la même école. Mais il doit y avoir autre chose. Et les inspecteurs supposent qu'il est également mouillé dans l'extermination de la famille Ewell. Les enquêteurs passent donc le cueillir le jour suivant, afin de lui poser les questions qui les démangent. Et elles sont très précises parce qu'autrement, le suspect répond vaguement. Cependant, il reste coopératif. Les inspecteurs lui demandent donc directement s'il possède une arme de calibre 9 mm. Il répond que oui.
C'est curieux parce que c'est le même calibre qui a été utilisé lors de la tuerie de Fresno. Les policiers demandent s'ils peuvent voir cette arme. C'est alors que cela se complique. Jake explique qu'on lui a volé l'arme, alors qu'elle se trouvait dans sa voiture. Elle était garée sur le campus de UCLA, une université à Los Angeles. Un rapport de police a bien été établi et tout semble en règle. Les enquêteurs récupèrent donc toutes les informations liées à cette arme, comme le numéro de série, la preuve d'achat, etc. C'est alors une découverte très curieuse qu'ils font. Quelques mois avant les meurtres, Dana a récupéré de l'argent en liquide, un montant qu'il a intégralement transmis à Joel, qui lui-même a donné les espèces à Jake. Et devinez quoi? Le montant correspond, au dollar près, au prix de l'arme que Jake a achetée dans une armurerie à Northridge. Bon, à ce stade, les policiers sont convaincus de l'implication de ce troisième larron dans le crime. Comme ils savent où il a acheté l'arme, ils se rendent à cette armurerie. Ils achètent une réplique de cette petite mitraillette et construisent un silencieux maison, en respectant les instructions du livre de Joel Radovsich. Ah oui, parce que Joel a fait une chose étrange. Il a donné une boîte à l'un de ses amis de l'université, en lui disant de ne pas l'ouvrir. Mais bien sûr, comme c'est une demande bizarre, le jeune homme a ouvert la boîte, et y a trouvé un livre permettant d'apprendre à construire un silencieux notamment, et un second ouvrage, décrivant le parcours à suivre pour devenir un tueur à gages. Cet étudiant a remis à la police cette boîte dans le cadre de son interrogatoire à propos des relations qu'il entretenait avec Joel. Et pourquoi tout ceci est important? Tout simplement parce que durant l'autopsie des corps, les balles ont été extraites, puis analysées. Or, le canon d'une arme laisse des empreintes sur les munitions qui sont tirées. Des petites rainures qui sont en quelque sorte les empreintes digitales d'une arme. Sauf que sur ces balles, les traces sont très inhabituelles. Et elles pourraient l'être à cause de l'utilisation d'un silencieux artisanal. Alors, la police suit les instructions du livre. Et pour finaliser le silencieux, il faut utiliser une balle de tennis pour atténuer le bruit de la détonation. Et là encore, c'est un détail crucial. Sur le corps de Glee, une minuscule fibre jaune, n'appartenant à rien dans la maison, a été découverte. Maintenant, il faut tester l'arme. Tirer avec pour vérifier que les traces des balles sont similaires à celles retrouvées sur le lieu du crime. Et c'est le cas. Ce silencieux marque les munitions d'une façon presque unique. La somme donnée à Jake pour acheter l'arme, les rainures sur les balles faites par le silencieux et la fibre de la balle de tennis sont 3 éléments suffisants pour placer en état d'arrestation Jake Ponce. À présent, le suspect va subir une pression phénoménale de la part des policiers, qui le voient comme le premier domino à faire tomber pour lever le voile sur toute cette terrible machination. Jake ne va pas tenir face aux enquêteurs. Il est à point. Et c'est le moment pour lui de tout balancer. Bon, c'est vrai, Jake craque face aux forces de l'ordre, mais il lui aura tout de même fallu passer une nuit entière en geôle avant de tout déballer. Mais maintenant c'est bon, il fait des aveux. Il avoue qu'il a acheté l'arme du crime pour Joel. C'est lui qui est l'assassin. D'ailleurs, voici ce qu'il lui a raconté après avoir tué la famille Ewell. Avant de se lancer dans cette exécution de sang-froid, le tueur se prépare et prend ses précautions. Il s'est rasé entièrement le corps pour ne pas laisser de poils et donc son ADN sur les lieux. Il lui a dit ensuite où il s'est égaré et comment il s'est faufilé dans la maison des Ewell avant de les abattre. Il y a une information importante aussi en possession de Jake, le calibre de l'arme du crime. Ce point n'a pas été dévoilé à la presse. Pourtant, Jake sait qu'une arme de 9 mm a été utilisée. Et c'est normal parce qu'il l'a achetée. Mais c'est un élément probant important. Ensuite, Joel a sollicité son ami à nouveau pour se débarrasser de la mitraillette. Jake a donc démonté l'arme pour en jeter plusieurs morceaux dans des endroits différents, comme les égouts ou des poubelles de la ville. Cependant, il lui restait une dernière partie de l'arme à dissimuler, le canon. Pour qu'il ne soit pas trouvé, il l'a caché dans la terre, au milieu d'un terrain vague. Voilà l'opportunité en or qu'attendaient les enquêteurs. Jake est immédiatement conduit au terrain vague, et il indique au détective dans quelle zone se trouve le canon. C'est inespéré. Après 3 coups de pelle, voici le canon de l'arme du crime. Grâce à cette découverte, Joel Radovsich est placé en état d'arrestation, tout comme Dana Ewell. Les forces de l'ordre ainsi que le procureur sont convaincus que le dossier est solide désormais. Et un procès s'ouvre donc le 16 décembre 1997. Si l'accusation est aussi sûre de son coup, c'est parce qu'elle détient un témoin capital,
Jake Ponce, qui s'est vu offrir l'immunité en échange de son témoignage contre les 2 autres accusés. Bien sûr, la défense expose qu'il n'y a aucune preuve directe, que ni Joel ni Dana n'étaient présents dans la maison au moment des meurtres. C'est une affaire extrêmement compliquée pour le jury populaire. Tout pointe vers ces 3 individus, mais rien ne les relie directement. Normalement, pour une délibération, un jury prend 1, voire 2 jours. Peut-être 3 si l'affaire est complexe. Dans ce cas, il a fallu attendre 9 jours avant le rendu du verdict. Au 9e jour, Dana Ewell et Joel Radovsich sont déclarés coupables de meurtre avec préméditation. Dans la foulée, ils sont tous les 2 condamnés à 3 peines d'emprisonnement à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. Dana a tué ses parents parce qu'il voulait tout leur argent pour lui. Un acte égoïste donc. Joel, lui, voulait goûter à cette vie de millionnaire. Malheureusement, c'est en prison qu'ils finiront leur jour. Voici pour cette affaire criminelle familiale. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez trahison en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, ça aide énormément. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très vite. Bye.